Il y a pas très longtemps, on avait reçu à Radio Clapas le studio d'Hyper Games qui travaillait sur, et qui travaille encore d'ailleurs, sur le jeu Day of the Shell, qui est un jeu ambiance cartoon méditerranéen tactique de fusillade, où en fait vous contrôlez un personnage au tour par tour et vous allez justement vous frayer un chemin au travers d'ennemis qui vont être assez variés, en plus avec des capacités à récolter au fur et à mesure. Et la caractéristique du jeu, qui fait partie aussi du genre roguelite, c'est qu'à chaque fois que vous le redémarrez, les capacités que vous pouvez récolter, les ennemis, etc., potentiellement ça change d'une partie sur l'autre, et donc vous allez créer des évolutions de personnages radicalement différentes. Donc à chaque fois que vous lancez le jeu, vous ne savez pas exactement quel type d'expérience vous allez avoir, puisque vous pouvez avoir des personnages soit très forts à distance, parce que ayant cumulé beaucoup de pouvoirs leur permettant d'être puissants quand ils sont loin, ou au contraire d'avoir des personnages qui sont redoutables au corps à corps quand ils sont entourés d'ennemis. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Eh bien tout simplement parce que ce jeu qui est en cours de développement va être publié par Goblins Publishing. Et Goblins, il se trouve que c'est pas seulement un éditeur, c'est aussi un développeur. Et c'est un développeur dont on a parlé sur Twitch, sur la chaîne Un des Jeux, quand on le découvrait en live avec, il se trouve, Sandwalkers, un jeu tactique également, mais cette fois-ci beaucoup plus proche d'un roman comme La Horde du Contrevent en termes d'ambiance, puisqu'on va y incarner un équipage, une caravane qui va s'élancer dans le désert à la rencontre des peuples, notamment pour rassembler la connaissance et dans d'autres buts dont je vous révélerai pas tout. C'est un jeu qui est sorti en accès anticipé en juin 2024. Et l'interview, elle, date de 2023. Donc en fait c'est intéressant puisque on se retrouve un petit peu dans une dynamique où on est comme dans un making-of, puisque je découvre le jeu en compagnie de François Aligier qui à ce moment-là est game designer chez Goblins Studio. Il travaille activement à ce moment-là sur pas mal de mécaniques, notamment les mécaniques de troc qu'on va aborder, mais aussi il nous dresse un portrait très intéressant de l'état à ce moment-là de la démo. C'est toujours très intéressant parce que ça permet aussi de se rendre compte du développement et de la façon dont les studios doivent gérer leurs priorités. Ils peuvent pas tout faire en même temps. C'est un petit peu comme quand vous réalisez un film, il y a les scènes à réaliser les unes après les autres. Et bien là, c'est un peu pareil, votre équipe de développement, vous pouvez pas tout faire en même temps, et donc il y a certaines mécaniques, la mécanique du combat, il y a certains éléments comme la musique. Là vous allez entendre un son d'ambiance. Alors le son d'ambiance il est assez dépaysant, mais mine de rien on n'est pas encore sur la musique que vous allez potentiellement trouver en jouant au jeu, qui d'ailleurs est accessible en démo sur Steam, donc vous pouvez télécharger, jouer gratuitement sur une portion du jeu. On est sur un système de combat tour par tour, on est sur une exploration en format case hexagonal, où à chaque partie, dans le jeu final, vous vous trouverez sur une découverte constante du désert, vous vous retrouvez dans une découverte constante aussi de différents membres d'équipage avec lesquels composer. C'est une découverte où on a commencé l'interview en discutant des dates de sortie, mais aussi du fait d'aborder des questions sensibles, d'où le fait qu'on commence par parler de NDA. Les NDA, c'est les accords de non-divulgation, hein, c'est tout simplement les accords de confidentialité qui sont très fréquents dans le jeu vidéo, et vous allez vous retrouver avec certains mots-clés, comme par exemple Game Dev, en un seul mot. Le Game Dev, en fait, c'est une appellation qui vous permet de regrouper Game Designer, Game Developer, etc. Donc en fait, quand vous êtes à peu près du milieu, ou quand vous êtes sur des milieux voisins, comme par exemple l'animation, comme par exemple le cinéma, effectivement, vous pouvez vous définir comme Game Dev. Vous avez sur les réseaux sociaux le hashtag Game Dev qui vous permet d'identifier notamment
notamment les posts relatifs à la création de jeux vidéo, ce qui peut être assez pratique si vous avez vraiment cette curiosité-là de regarder un petit peu comment ça se fait. En tout cas, François Aligier, c'est quelqu'un d'expérience qui a travaillé notamment à Ubisoft Bordeaux en tant que technical game designer sur Ghost Recon Breakpoint. Et c'est vrai que c'est là où on voit aussi, durant l'entretien, que vous allez découvrir dans un instant, cette partie à la fois technique et cette envie de poursuivre le jeu. Voilà, je vous laisse découvrir ça avec cette fameuse discussion sur les accords de confidentialité. C'est-à-dire Sandwalkers, c'est un projet qui est assez Alors, particulier. à savoir quand même que les questions sur Sandwalkers, il y a certaines choses que je pourrais dire, d'autres, enfin, tout ce qui est connu au public de toute façon. Et après, bon, tout ce qui est des informations plus précises, des dates de sortie, des machins comme ça, forcément plus compliqué d'en parler. Même si par rapport à Ubisoft, etc., on va dire, c'est plus, on est moins sur de la grosse NDA, des mesures de sécurité, etc. Mais il y a quand même un minimum tout simplement de secret professionnel en fait, hein. C'est bête et méchant, mais révéler ta date de sortie en ligne, machin, ça peut des fois, alors bon, dans le jeu indé, un peu moins, parce qu'il y a moins la guéguerre, etc. Ubisoft, des grosses boîtes comme ça, révéler à un moment que tu vas sortir tel jeu à tel moment, c'est potentiellement un moyen que la concurrence tombe dessus, qu'ils changent leur plan, qu'ils mettent les bouchées doubles pour sortir avant, des choses comme ça. Donc forcément, il y a c'est toujours ce truc-là. Dans le jeu vidéo, de manière générale, je me souviens qu'à Objectif, il y avait, à l'époque, c'était JB qui était là comme prof de game design. Et ils nous avaient fait un exercice là-dessus, justement. On avait eu les sujets du projet de fin d'année 2 semaines avant dans l'équipe game design. Et ils nous avaient fait signer une fausse NDA. Et on avait comme consigne tout le monde savait qu'on avait les projets. Mais on avait comme consigne de n'en parler à personne. Et à la fin des 2 semaines, il avait interrogé les autres gens de la classe pour savoir s'ils étaient au courant de ce que c'était le projet, etc. Même si on a un petit résumé ici, est-ce que Mhm. tu peux nous dire un petit peu globalement à quoi s'attendre avec Sandwalkers? Alors, en termes d'univers, déjà, c'est un univers qui est très inspiré de la Horde du Contrevent, de Dune, tout ce côté un petit peu, je tente, très désertique, ce côté aussi post-apocalyptique, mais dans un monde avec un peu de fantaisie, et une apocalypse climatique, plus qu'une apocalypse guerrier, enfin, de guerre ou de catastrophe ou des choses comme ça, vraiment ce côté catastrophe climatique. Donc c'est un jeu qui a pas mal ce message autour de restaurer le climat, le fait qu'on est en train un petit peu quand même voilà, tous les sujets de société aujourd'hui par rapport au climat et au réchauffement climatique, qui prône un peu justement ce côté entraide, low-tech, etc., avec justement notre histoire, mais aussi les mécaniques qu'on essaie d'apporter un petit peu. Un exemple bête de ça, c'est que dans le jeu, on n'a pas d'argent, on n'a que du troc, on est obligé de garder les objets sur nous et de après échanger pour une valeur à peu près la même. Mais sinon, dans son ensemble, Sad Walker, c'est surtout un roguelike, roguelite plutôt même, dans lequel on va constituer notre caravane, partir en exploration, donc sur une carte en cellule en nid d'abeille, Ouais. comme un Civilisation ou un 4X. Sauf que là, on contrôle vraiment que la caravane, on va se déplacer sur la carte, donc on a toute une partie d'exploration où on a des biomes qui coûtent plus ou moins cher à se déplacer, on a des combats qu'on peut croiser sur la carte, des différents endroits, des objets à utiliser là-dessus. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'on va commencer une quête, une run, on va choisir une quête qu'on va vouloir accomplir. Et après, du coup, ça va nous définir où est-ce qu'on va vouloir aller dans le monde, qu'est-ce qu'on va essayer de faire nous d'objectifs de run, de comment est-ce qu'on va construire notre build, etc. Par quelle région est-ce qu'on va passer. Et sur notre chemin, on va croiser notamment des villes qui vont agir un petit peu comme des checkpoints, des endroits où on peut se reposer, revendre, acheter des objets, acheter de la nourriture, etc. Ok. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, des combats, donc des combats au tour par tour, qui, contrairement à d'autres jeux d'exploration, pour ceux qui connaissent Renowned Explorer et Curious Expedition, qui avaient tout ce côté-là justement de l'exploration des différents biomes, des objets, etc., qui était pas mal développé, mais avec un combat qui était assez simpliste. Là, on va essayer de travailler sur le fait d'avoir un combat au tour par tour, à 4 contre 4, qui soit
pas forcément révolutionnaire avec une nouvelle mécanique jamais vue, etc. Mais plutôt qu'il soit un vrai combat avec du corps et même s'il est assez classique, quoi, qu'on ait vraiment ce moitié-moitié entre l'exploration, les décisions stratégiques sur comment économiser ses vivres, quand utiliser quels objets, est-ce que je fais le détour pour passer par tel endroit, et le combat au tour par tour qui, lui, est quand même, on va dire, comme je disais, classique, mais qu'on veut quand même assez profond pour qu'il y ait un intérêt, que ce soit pas juste des combats qu'on ait envie de skipper, Ouais. parce que c'est quelque chose qu'on prévoit potentiellement dans le jeu. Donc nous, on a fait un outil en interne pour skipper les combats et quand même avoir les récompenses pour accélérer, mais on se dit que ce serait potentiellement une bonne mécanique à ajouter niveau accessibilité pour permettre aux gens qui se disent, moi j'adore l'univers, j'aime bien l'exploration, mais j'aime pas le combat. Bon, bah, à ce moment-là, tiens, vas-y, active cette option, tu pourras skipper les combats. Peut-être ça va te coûter un peu de points de vie, mais au moins. Comme tu as dans notamment Endless Space 2, où globalement tu as Ouais, des combats qui sont finalement joués devant toi, ouais, où c'est pas le cœur du truc puisque tu contrôles jamais les vaisseaux. oui, Par oui. contre, effectivement, tu peux accélérer à la fin du combat pour voir en fait simplement le résultat. Mm. Mais en attendant, effectivement, tu peux avoir pas mal de trucs. Sicotte qui dit le troc meilleur système économique. Bah ça peut être très intéressant, d'autant plus que effectivement, je pense que à un moment donné, les personnages eux-mêmes vont avoir une incidence peut-être sur la qualité du troc ou Oui, c'est ça, il y a quand même il y a quand même une composante là-dessus, surtout la réputation. Il y a plusieurs factions dans le jeu, il y a tout un univers, je vais pas m'étendre dessus là, mais tout un univers qui a été construit avec le temps et on a plusieurs factions. Et donc au fur et à mesure des choix qu'on va pouvoir faire au sein d'une run, en fait, il faut savoir que dans Sandwalkers, il y a vraiment un des messages principaux de Sandwalkers, c'est la transmission de savoir. Le côté de travailler et œuvrer pour avancer dans un but qui est plus grand que nous. Et donc à chaque fois qu'on joue une caravane, entre la caravane qu'on joue qui gagne ou qui meurt et la prochaine, en fait, ce qui se passe, c'est une génération. C'est-à-dire, il se passe 10-15 ans à peu près entre chaque ok. caravane. Et le but principal des caravanes dans ce monde, c'est quand même de partir, d'explorer le monde, d'apprendre des choses et de renvoyer, pour ceux qui ont vu le trailer, leur savoir, leur connaissance dans ce qu'on appelle des cristosphères, qui sont des sortes de boules violettes que des bousiers vont ramener à travers le désert pour aller justement stocker dans la ville de départ des macaques, qui sont la faction qu'on joue. Et comme ça, en fait, petit à petit, accumuler du savoir au fur et à mesure des générations. Et donc, du coup, dans cet univers qui est assez grand, qui est assez développé, à chaque run, on va, vu qu'il s'est passé 10-15 ans, on va dire que les factions ne connaissent plus la caravane, elles vont pas forcément garder une dent contre la caravane, ou au contraire se rappeler de la caravane d'il y a 15 ans. Mais à chaque fois, on repart un peu de zéro et on peut choisir en termes de qu'est-ce qu'on va faire en termes de réputation. Est-ce que des fois, on va exploiter un personnage dans un événement pour avoir récupéré ses affaires, ses équipements, etc., et le laisser un peu dans le désert, mais ça va nous faire baisser la réputation, ou bien est-ce qu'au contraire, on va l'aider, ça va nous faire monter notre réputation, et donc après, avec les bénéfices que ça peut apporter, comme les prix qui sont réduits, des choses comme ça. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler encore actuellement. Oui, Donc on est vraiment sur un côté démo. alors là, j'ai quand même pris la build qu'on avait fait pour le Stunfest, sur d'avoir une build stable, parce que très honnêtement, là, on est en train de travailler en ce moment pour les prochains festivals, notamment se préparer un peu pour la Gamescom. Ouais. Donc et puis même voilà, essayer de release une bêta en interne pour les backers justement, avec plein de nouveaux contenus à tester. Et c'est vrai, du coup, on n'a pas forcément trop le temps, c'est toujours le problème en game dev, on passe notre temps à rajouter des choses, mais quand on rajoute des choses, on rajoute des bugs. Et la plupart du temps, quand on veut faire des versions pour des salons, pour des événements, pour des choses comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer peut-être une semaine ou deux à stabiliser la version, chasser un peu tous les bugs, arrêter justement empiler, et voilà, arriver à une sorte un peu un point de sauvegarde où tout est à peu près stable. On n'a pas de trucs qui sont en gros placeholder vraiment bancal, etc. Et là, on n'a vraiment pas eu le temps de se concentrer là-dessus parce qu'on a d'autres choses à avancer sur la production, malheureusement. Et du coup, c'est ça que j'ai récupéré la build qu'on avait pour le Stunfest. Donc, ceux qui nous ont croisés au Stunfest, si vous y étiez, c'est la même build qu'on va tester aujourd'hui. Par contre, si certains d'entre vous ont déjà testé le prologue, parce qu'on a sorti un prologue sur Steam
en octobre dernier, septembre dernier. Ouais. Où j'étais même pas encore à Goblins à l'époque. Donc ceux qui ont testé le prologue, c'est plus du tout la même chose par contre. Avec justement cette ambiance, je pense, qui va plaire à pas mal de monde. Ouais, l'ambiance visuelle et l'ambiance sonore est très cool, même si le son, très honnêtement, on n'a pas énormément retravaillé dessus. Ouais. Ça va rester quand même assez basique, bah, c'est beaucoup d'intégration, beaucoup de choses. Et vu qu'il y a beaucoup de choses qui changent, souvent le son, c'est un peu la dernière couche qui vient se rajouter une fois qu'on a les animations, une fois qu'on a les VFX. On a besoin d'avoir tout le visuel pour réussir à aller chercher l'univers sonore. Donc là, il y a beaucoup de musique, il n'y a pas beaucoup de sound design si ce n'est des menus aujourd'hui. Ok. Bah ça marche bien. Donc en tout cas, Ouais. Alors là, c'est vrai justement, on introduit un peu l'univers. avec des persos anthropomorphiques. Oui, c'est ça. Alors, on a potentiellement une race humaine dans le jeu, Ouais. mais la plupart des castes, d'ailleurs dans l'univers ça s'appelle des castes, sont des animaux anthropomorphiques qui vont un peu représenter bah, leur capacité, leurs statistiques, un peu comme le faisait La Fontaine pour montrer un peu le caractère des animaux. Là, c'est un peu pareil, on va se servir aussi du design des fois pour rendre intuitif le fait que bah, un éléphant, probablement, ça va être plutôt un tank que quelqu'un qui joue à agilité. Et là, donc, dans la première partie, on n'a pas du tout de recrutement. On est forcé de jouer, la 14e caravane. C'est là que commence notre histoire. Ouais. La 14e. Oui, c'est ça. Ok. C'est ce qu'il est en train de dire, justement. On nous conseille les castes. La 14e caravane. Et donc, du coup, les personnages qui sont listés ici sont, on va dire, toujours les mêmes personnages qu'on va jouer au début. Et voilà, après je te laisse cliquer pour voir la suite. Donc ici on a l'officine. Ah oui, on les a en surbrillance à chaque Oui, fois. et tu peux aller aussi ça marche dans l'autre sens, tu peux cliquer sur l'image pour aller dans le milieu. D'accord, ok. La fameuse cristosphère, donc là pour l'instant dans le jeu, les cristosphères, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on est en train de travailler justement. Donc là, ce que vous voyez derrière la boutique, le gros bâtiment central avec plein de points violets, c'est la Christothèque, donc c'est la bibliothèque des savoirs. Ok. Je suis littéralement en train de travailler là-dessus. Je suis en train de faire le document là, tout à l'heure à 15h. Ah oui, d'accord. Ah oui, Vraiment, on est c'est quelque chose qui est, en fait, de manière générale dans les jeux, si on peut commencer déjà à faire des segways dans du game dev plus global, Bien sûr. mais de manière générale dans les jeux, on va toujours essayer de tester la boucle la plus petite, puis après grossir, grossir, grossir. Et là, on s'est beaucoup concentré sur rendre l'exploration au sein d'une run fun. Et maintenant que ça, on l'a validé, qu'on a pu le tester, on commence à considérer, ok, mais maintenant, ça va être quoi notre progression de run en run? Ça va être quoi les différences entre plusieurs runs, etc. Pour ça que là, par exemple, dans cette version, le level design est handcrafté. Oui. Donc c'est vraiment moi qui l'ai fait à la main. Il n'y a pas de génération procédurale du tout, donc si vous vous retrouvez avec cette version à la maison, vous allez jouer la même chose exactement. En termes de topographie. Par contre, le contenu, lui, est généré un peu procéduralement. Ok. Mais voilà, on n'a pas énormément de génération très large avec plein de choses qui changent et des montagnes qui bougent, etc. Mais parce que bah, le but, c'était de voir, ok, on veut que ce soit fun, et après, une fois que c'est fun, on se dit ça, c'est fun, comment est-ce qu'on fait pour générer plein de variations de ça? Et là, au moins, on sait ce qu'on veut essayer de générer. Et donc là, on s'est beaucoup concentré là-dessus, et maintenant qu'on a validé ça, on est en train de travailler justement tous les sujets qu'on appelle les sujets de méta-progression, donc de progression entre les runs, pas à l'intérieur d'une run, mais entre les runs. Donc le déblocage de nouveaux objets, de nouveaux personnages, d'amélioration des villes, ce genre de choses. Ouais, donc c'est quand même. Enfin, déjà, on est en plein dans le game dev. Ouais. Voilà, t'as les mains dans le cambouis à Ah mort. oui, oui. Donc c'est marrant parce qu'autant ce qu'on va voir là, tu vas peut-être pouvoir, alors à demi-mot, parce qu'il y a des trucs que tu peux pas nous dire exactement, mais c'est vrai que autant tu vas peut-être pouvoir nous dire pendant la run, justement, bah, tu vois, ça potentiellement ce serait procédural, Ouais. potentiellement ça. Oui, c'est ça, Tu bah, vois, donc, carrément. effectivement, ouais, ça sera assez intéressant. De toute façon, sur Sandwalkers, je suis le seul game et level designer à plein temps sur le jeu.
pour Ouais. l'instant. Donc c'est vrai que toutes les parties du jeu, je suis un peu obligé de les connaître, quoi. C'est moi qui m'en charge au bout d'un moment. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà faites. Je me retrouve à récupérer des systèmes et à soit créer du contenu pour, soit les modifier un petit peu, itérer dessus, etc. Ou des fois juste créer des systèmes totalement et faire des changements un peu plus cœur. Là, on en avait parlé en off, le changement du système de combat, qui malheureusement n'est pas dans la build parce qu'on n'a pas eu le temps de la stabiliser. Et même moi, j'ai pas fini de l'intégrer parce que justement, avec tous les sujets, méta-progression, combat, etc., on ne peut pas se diviser en plusieurs personnes. Et donc, voilà, il y a des gros sujets qui avancent en même temps. Et on est un peu obligé de jongler entre des fois, c'est bien, on aimerait bien passer une journée entière sur le combat et dire voilà, moi je travaille sur le combat, laissez-moi finir mon combat. Ça fait 1 mois et demi que je suis dessus, là, j'aimerais bien juste voilà, mettre le paquet cadeau et hop, le mettre à la poste, quoi. Oui, mais faut faire d'autres choses avant parce que il y a quelqu'un qui attend, il y a un dev qui a plus rien à faire, donc il faudrait donner des nouveaux systèmes à produire. Donc voilà, il faut sortir un petit peu de ça, aller créer, aller avancer sur d'autres sujets design pour pouvoir donner du grain à moudre au reste de l'équipe en termes de tâches, etc. Donc c'est vrai que c'est un acte d'équilibrisme un petit peu. Ouais. Donc là, on voit l'inventaire qu'on a réussi à récupérer avec les 3 items qu'on a eu du dialogue et de nos visites, justement. Ah, il y a juste ceux-là que tu as eu, là, les Ouais, c'est remèdes ça. d'arboriste. Non, juste les violets, là. Violets, Juste les violets ouais. Et après, Ok. les autres, en fait, c'est des objets de départ. Il faut Ok. savoir que, tout comme un personnage va avoir une caste, donc il va définir son apparence physique, à quelle espèce, entre guillemets, est-ce qu'il apparaît, et un métier qui va définir un peu plus son rôle. Et du coup, son métier va aussi définir les objets de départ qu'il a. Ok. Donc c'est pour ça que tous les objets de départ qu'on voit là, on voit par exemple qu'on a 3 sonnets qui sont un peu la partition. Ça, c'est parce qu'on a un compteur dans notre équipe de base. Et donc le compteur écrit justement des sonnets. Voilà, après tout ce qui est noté comme peut-être échangé contre des objets utiles, sauf la corde qui est une erreur en fait qu'on a faite en se disant ben oui pour l'instant alors elle est utilisée mais dans notre système elle est pas vraiment considérée comme utilisable. Ouais, ok. Donc elle a un truc qui dit qu'elle peut être échangée, mais sinon dès qu'il y a écrit ça, globalement c'est que c'est des objets qui sont des objets purement là pour leur valeur, quoi, qui sont là pour être échangés pour des objets, soit de l'équipement, soit des vivres, des consommables, etc., quoi. Ok. Donc là déjà dans ton inventaire, tu as, le sonnet, tu as la racine qui peuvent être vendus. Ouais. Il me semble même la cristosphère techniquement, vu que pour l'instant, justement, comme je disais, étant donné que je bosse en ce moment là-dessus, dans cette version-là, qui est un peu plus vieille, elle ne sert à rien, mais elle servira dans le jeu final. Potentiellement, on serait peut-être tenté de prendre au moins ça. Ouais. Si on met ça, vous voyez que globalement, on a une quantité approximative. Mhm. Et donc, effectivement, il faudrait les 3 sonnets pour tomber d'accord sur une corde et une pioche au niveau du troc. C'est ça. À savoir que le troc est quand même. On a quand même pas mal travaillé le troc côté game design, c'est-à-dire que déjà, là, les macas, c'est un peu l'équivalent de notre Argus. C'est-à-dire, c'est un peu notre valeur de base. Ils achètent quasiment tous les objets à la valeur de base, mais après, chaque faction a ses besoins, ses préférences, et donc va acheter plus ou moins cher certains objets, va voilà, valoriser certains objets, au contraire, dévaloriser certains objets. Les terrassiers qu'on va rencontrer, c'est des fermiers, donc ils dévalorisent tout ce qui est fruits, végétaux, etc., qui peuvent facilement produire. Et on a aussi introduit un système qui, au final, était assez nouveau pour nous sur le troc. C'est que je me suis rendu compte que là t'es très bien tombé. Il te demande 30, t'as pile 30. Ouais. Mais en vrai, avec le troc, un des plus gros trucs, c'est que t'as pas la monnaie, en fait. Oui. Et on s'est rendu compte que si on a un système qui dit ben, je veux égal ou supérieur à à la valeur qu'il veut acheter, t'es toujours perdant dans les échanges. Et ça, c'est très frustrant. Du coup, on a rajouté un système qui, ben là, je sais pas si tu pourras le faire, peut-être en rajoutant une baie de nopal. Ouais. Tu vois, là, t'es passé en orange, mais il accepte toujours. D'accord, ok. Parce qu'il est à 34. En fait, on a littéralement un petit peu plus de marge de manœuvre pour dire, ben, c'est un peu la négoce, quoi. C'est un peu ce truc de négoce organique
de justement te permettre des fois voilà, d'accepter. Ça marche un petit peu, mais pas trop. Ouais, sachant que là, par exemple, une baie de nopal, ça marche, mais deux, Deux, faut quand ça même pas marche pousser, plus, quoi. ouais. Donc ouais, c'est quand même assez bien rendu. Alors, il y avait Atsuko Akira qui demandait si le son était le même partout. Donc pour l'instant, je suppose qu'on a Le vraiment de son, l'ambiance. du coup, j'ai pas le son là. J'avoue que je fais plus trop gaffe. C'est le son de désert. Oui, alors là, je pense que pour l'instant, c'est sûr qu'on a une musique d'exploration, une musique de combat, Ouais, il me semble. Et il me semble qu'en ville, c'est globalement la musique d'exploration qu'on joue aussi. ok. Comme je disais, vraiment pour l'instant, en termes de SFX, d'ambiance, de dialogue, etc., on a vraiment. C'est pas un de nos focus principaux, quoi. Ok. Là ici, si on part sur la page Steam et qu'on va chercher sur Goblins en tant qu'édition, En édition, il y a beaucoup de gens. Mais c'est vrai que c'est pas du tout nous qui le faisons, mais on a surtout Goblin Studio et Goblins Publishing qui sont plus ou moins la même boîte. Et donc du coup, on a au sein de la même structure des gens qui travaillent sur Sandwalkers et qui sont sur le jeu en termes de production. Et on a d'autres personnes qui travaillent sur la partie publishing, donc édition de projet, et qui vont du coup faire du suivi de projet, s'occuper de la com, etc., de faire des reviews avec les projets qu'on a signés en édition, quoi. Oui, alors c'est vrai que la Goblins Publishing en termes de ligne éditoriale, c'est vraiment, on va dire, toutes les saveurs de la stratégie. ouais, Ça va du Ozymandias, qui est la promesse de faire un civilisation en 1 heure, une game de civilisation en 1 heure, à quelque chose comme Shogun Showdown là, qui sort bientôt, là, je crois, il me semble, dans quelques temps. Il sort en early access, dans quelques jours même, et qui est vraiment du stratégie, mais quasiment du gameplay tour par tour, pixel art, très minimaliste, etc., où tu contrôles une seule unité, et sur un champ de bataille à juste 5 espaces que tu dois te partager, quoi. Donc en fait, ça va, voilà, bah, c'est ça qu'on voyait, comme ouais. Shogun, ça qui est en train d'être diffusé. Et donc voilà, c'est vraiment toutes les différentes niveaux de complexité de la stratégie, du city builder très casual, très chill, un peu comme Diluvian Wine, qui est un peu une DA très sympa, Ouais. à des trucs vraiment style Terraformers, qui est assez similaire à Terraforming Mars en plateau. Ok. Mais voilà. Et donc Sen qui est du coup dans cette optique-là, exploration, combat au tour par tour. On est quand même plutôt sur un jeu calme, qui ne demande pas forcément de réflexe, plutôt de la réflexion. Hmm. Donc c'est pour ça que ça s'inscrit très bien dans la ligne de Goblins, quoi. Voilà, donc Goblins Publishing, c'est un acteur qu'on va retrouver très prochainement dans un pixel près, puisque on aura des nouvelles du jeu de Duper Games qui est édité par eux, mais on aura aussi potentiellement des nouvelles sur les prochaines sorties du studio, puisque mine de rien, c'est un studio qui a été assez prolifique, même si eux-mêmes sont très modestes vis-à-vis de leurs résultats. Il y a quand même un savoir-faire vis-à-vis à la fois du développement et à la fois de l'édition de jeux tactiques avec une dimension narrative assez forte finalement, des univers qui sont assez variés. On passe du côté l'art du contrevent, côté désertique, etc., à quelque chose de beaucoup plus méditerranéen, par exemple, par rapport à Day of the Shell. Et c'est même pas les seuls jeux qui ont été faits finalement en 2024 et 2025. On retrouvera avec grand plaisir cet éditeur-là et ce studio de développement. Et en attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée.